Nous pouvons reprendre pour la dernière séance de ce séminaire. Et je ne vais pas présenter Alain Cohn, je ne présente pas les professeurs du Collège de France quand ils parlent au Collège de France, et il est le troisième à venir parler de Proust dans ce séminaire, puisque nous avons entendu Xavier Le Pichon sur le temps de Marcel Proust et le temps des géologues. Nous avons entendu la semaine dernière Pierre Boulez. Et aujourd'hui, donc, un mathématicien qui est ici depuis longtemps. Je vais juste dire un mot de la raison pour laquelle j'ai pensé que ce serait bien qu'il vienne parler de Proust. C'est parce qu'il nous est arrivé assez souvent d'avoir des échanges sur la littérature dans les couloirs du Collège de France lorsque nous nous croisons ou lorsque nous allons dans nos réunions, nos assemblées. Et c'est ce qui m'a donné envie de l'écouter sur ce sujet. Il y a peut-être une autre raison. À chaque fois que nous avons des conversations, Alain Cohn me conseille de lire un livre qui s'appelle « Récoltes et semailles », qui est un livre d'Alexandre Grothendieck, grand mathématicien, c'est un livre énorme, un livre qui est aussi difficilement accessible puisqu'on... Il est secret. Comment ? Il n'est pas disponible. Grothendieck a interdit que... Mais on y a accès sur Internet. Non, parce que plus maintenant. Grothendieck a interdit qu'on le lise. J'en parlerai. Mais il a permis qu'on donne des citations de ce livre. Oui, mais quand tu m'en avais parlé la première fois... Il était disponible. Je suis allé le consulter sur Internet. On ne peut plus y avoir accès maintenant. Bon, donc... légalement, non, on ne peut pas. Donc la raison de cette invitation est liée à ce texte secret, réflexion et témoignage sur un passé de mathématicien, livre d'un millier de pages, livre donc difficilement accessible, mais dont tu vas nous parler. Et le titre d'Alain Cohn aujourd'hui est « Intelligence proustienne et imaginaire mathématique ». Merci. Je vais peut-être aller m'asseoir là, puisqu'il y a des images. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Il serait bon qu'on diminue les lumières. Voilà, merci. Donc, je voudrais d'abord remercier Antoine Compagnon pour ce cadeau, cette possibilité qu'il me donne de sortir un moment du cadre des sciences dures, des mathématiques en particulier, et d'essayer de vous parler de mon rapport avec Proust. Bien sûr, ce n'est pas du tout une tâche facile pour un mathématicien, et j'avoue avoir hésité jusqu'au dernier moment à m'en tirer par une pirouette, en envoyant un peu avant la date d'aujourd'hui un mail à Antoine Compagnon, formulé comme les télégrammes que Robert, inspiré par M. de Guermantes, avait l'habitude d'envoyer à Gilberte pour s'excuser. Mon premier contact avec Proust remonte à la période de mon adolescence. Je préparais les concours et l'atmosphère de la taupe au lycée Thiers de Marseille où je travaillais n'était pas sans rappeler celle de la classe de rhétorique qu'Antoine Compagnon décrit dans son dernier livre. J'avais atteint d'ailleurs les limites de ma résistance à cet endoctrinement des classes prépa, et mon inclination naturelle me poussait beaucoup plus vers l'approche de l'existence qui est dans le Midi la conséquence naturelle de la présence assurée du soleil pour les 3/4 de l'année. Mais l'épreuve de français exigeait la lecture d'un certain nombre d'œuvres majeures, et cette année-là, il y avait au programme, je pense que c'était le cimetière marin de Valéry, Pour qui sonne le glas d'Hemingway, et puis du côté de chez Swann. Et je me souviens de l'avoir lu, enfin au moins combré, en tout cas, enveloppé dans une couverture, sur une chaise longue, dans le bosquet de la propriété de mes parents à Draguignan où je suis né.
Je souffrais de mal de dents et je me souviens que j'affectionnais de me traiter, malgré mon très jeune âge, comme on lui fait pour un vieil homme, avec cette manie d'être en avance que j'avais acquise pendant mes études. En fait, mon premier vrai contact se situe dans l'un des 2 épisodes dont Antoine Compagnon parlait dans son cours la semaine dernière et qui correspondait à la perversité du personnage, non pas la scène de Montjouvin, qui bien sûr est bien connue, mais ce premier épisode précisément dans lequel le jeune garçon fait enrager Françoise au moment de l'enterrement de tante Léonie. En lisant ce passage, cette idée de faire enrager Françoise avec des couleurs qui n'étaient pas appropriées pour le deuil, j'avais éprouvé à l'époque exactement ce que Annie Ernaux a décrit dans son exposé, à savoir que la lecture de Proust nous aide à vivre. Pour la raison suivante, en fait, quelques années plus tôt, j'avais alors 12 ans, au moment de l'enterrement de mon grand-père, on avait décrété que j'étais un être insensible. La raison étant qu'au moment de partir pour les obsèques à Draguignan, on était à ce moment-là à Marseille, j'avais demandé si je pouvais emporter mon ballon de foot. Évidemment, quand j'ai lu ce passage de Proust, je me suis reconnu d'une certaine manière et j'ai lu les pages suivantes un peu comme si le soleil tout d'un coup était apparu pour les éclairer. Je me souviens d'avoir levé les yeux à ce moment-là, dans le bosquet où j'étais, et d'avoir fait le rapprochement entre le jeu des rayons de lumière dans les arbres et l'intelligence proustienne. Donc, par une de ces coïncidences merveilleuses, ce passage vient d'être commenté par Antoine Compagnon, c'est le passage qui suit, mais ne serait-ce que pour la cohérence de mon exposé, je vais quand même vous en lire une partie. Donc vous le connaissez tous. Et je vais vous lire la partie qui est... que dit Proust ? Je le lis parce que je sais que cet exposé sera ensuite écouté, donc il ne suffit pas de le voir. Donc, que dit Proust ? Il dit « Quand j'essaye de faire le compte de ce que je dois aux côtés de mes églises, des humbles découvertes dont il fut le cadre fortuit ou le nécessaire inspirateur, je me rappelle que c'est cet automne-là, dans une de ces promenades, près du talus broussailleux qui protège Montjouvin, que je fus frappé pour la première fois de ce désaccord entre nos impressions et leur expression habituelle. Après 1 heure de pluie et de vent, contre lesquels j'avais lutté avec allégresse, comme j'arrivais au bord de la mare de Montjouvin devant une petite cahute recouverte en tuiles, où le jardinier de M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage, le soleil venait de reparaître, et ses dorures lavées par l'averse reluisaient à neuf dans le ciel, sur les arbres, sur le mur de la cahute, sur son toit de tuiles encore mouillé, à la crête duquel se promenait une poule. Le vent, qui soufflait, tirait horizontalement les herbes folles qui avaient poussé dans la paroi du mur et les plumes de duvet de la poule, qui, les unes et les autres, se laissaient filer au gré de son souffle jusqu'à l'extrémité de leur longueur, avec l'abandon des choses inertes et légères. Le toit de tuiles faisait dans la mare, que le soleil rendait de nouveau réfléchissante, une marbrure rose à laquelle je n'avais encore jamais fait attention. Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai, dans mon enthousiasme, en brandissant mon parapluie refermé, j'ai presque pas la force de vous dire « zut, 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 zut », mais en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots, opaques, et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement. Ce que je rajouterai aux commentaires qu'Antoine Compagnon vient de faire de cette description si suggestive d'une intuition, d'une pulsion de découverte, c'est qu'en fait, une page plus loin, Proust la rapproche de la pulsion charnelle, tout en restant à l'abri de la niaiserie par la proximité de la scène de Montjouvin, qui évite tout risque de... Alors, en fait, si vous voulez, je reviendrai bien sûr là-dessus, mais Proust a ressurgi à 2 reprises dans mon existence ces dernières années. La première, c'est par hasard.
mon épouse écoutait au Collège de France le cours d'Antoine Compagnon. Et un soir, elle est rentrée en me disant que Isabelle Sersa, qui parlait au séminaire, avait mentionné les quelques lignes que j'avais écrites sur le temps dans mon livre Triangle de pensée. J'ai bien entendu été flatté et très intéressé. Je reviendrai sur ce sujet à la fin de mon exposé. La seconde réapparition de Proust, c'est ce qu'Antoine Compagnon a expliqué. C'est une relecture motivée par une comparaison. En fait, j'ai passé, il y a peu, un été à relire À la recherche du temps perdu, sous un angle différent, motivé par la comparaison avec cette œuvre littéraire singulière et secrète, Récolte et semailles, du mathématicien Alexandre Grothendieck, qui, dès le préambule de son ouvrage de plus de 1000 pages, donc on en a déjà parlé, il nous dit la chose suivante. Dans la promenade, c'est un chapitre de Récolte et semailles, et un peu partout dans Récolte et semailles, je parle du travail mathématique. C'est un travail que je connais bien et de première main. La plupart des choses que j'en dis sont vraies, sûrement pour tout travail créateur, tout travail de découverte, donc ce n'est pas hors sujet. C'est vrai, tout au moins pour le travail dit intellectuel, celui qui se fait surtout par la tête et en écrivant. Un tel travail est marqué par l'éclosion et par l'épanouissement d'une compréhension des choses que nous sommes en train de sonder. Et c'est là que je reviens à Proust et au passage dont je vous ai parlé. Mais pour prendre un exemple au bout opposé, la passion d'amour est elle aussi pulsion de découverte. Elle nous ouvre à une connaissance dite charnelle qui elle aussi se renouvelle, s'épanouit, s'approfondit. Ces deux pulsions, celle qui anime le mathématicien au travail, on ne peut pas faire plus abstrait, disons, et celle en l'amant ou en l'amant, sont bien plus proches qu'on ne le soupçonne généralement ou qu'on est disposé à se l'admettre. Je souhaite que les pages de Récolte et semailles puissent contribuer à te le faire sentir dans ton travail et dans ta vie de tous les jours. Mais ce qui comptait le plus à mes yeux, c'est qu'en un certain sens, Grothendieck a lui aussi réussi, comme Proust, à se mettre en retrait de sa vie pour l'écrire, et ainsi recréer un édifice temporel qui est étonnant d'universalité, bien que construit de pièces singulières. Dans les deux cas, on a affaire à une œuvre où la vie et l'écriture finissent par ne plus faire qu'un. D'ailleurs, je dois signaler à ce propos que cette lecture que je faisais en parallèle pendant cet été des deux œuvres me prenait un temps absolument considérable. En fait, je suis incapable de faire comme Pierre Nora, de lire La Recherche en 15 jours, car ce qui se passe presque automatiquement, c'est qu'au bout de la lecture de quelques pages, de 3 ou 4 pages, je dois interrompre pour essayer de réfléchir. Donc je suis incapable de passer. Alors, donc, pour vous présenter Grothendieck, de tous les mathématiciens, c'est à mes yeux Alexandre Grothendieck qui se rapproche le plus de Proust. D'abord par l'ampleur wagnérienne, on peut le dire, de son œuvre. Il a une œuvre mathématique absolument considérable. Mais ce qui est remarquable, c'est qu'il a pratiqué, si vous voulez, la même distanciation par rapport à sa vie, mathématique en l'occurrence, pour l'éclaircir et en faire une œuvre d'art à travers la littérature. Et donc ce que nous dit Grothendieck, c'est la chose suivante. Il dit « Avant toute chose, Récolte et semailles est une réflexion sur moi-même et sur ma vie. Par là même, c'est aussi un témoignage, et ceci de deux façons. C'est un témoignage sur mon passé, sur lequel porte le poids principal de la réflexion, mais en même temps, c'est aussi un témoignage sur le présent le plus immédiat, sur le moment même où j'écris et où naissent les pages de Récolte et semailles, au fil des heures, des nuits et des jours. Ces pages sont les fidèles témoins d'une longue méditation sur ma vie, telle qu'elle s'est poursuivie réellement et se poursuit encore en ce moment même. » On retrouve chez Grothendieck comme chez Proust, ça c'était une des raisons qui me les avait fait rapprocher, cette structure multiforme qui tente d'échapper à la linéarité du langage par les notes enchâssées chez Grothendieck, les unes dans les autres, comme les parenthèses multiples de Proust, dans une élaboration qui est largement aussi complexe que la ponctuation de Proust dont parlait Isabelle Sersa. Mais on y retrouve aussi un trait très étonnant, dont a parlé Antoine Compagnon,
c'est cette impulsion vers la littérature dont Antoine Compagnon parlait à propos de Proust et de la perversité du narrateur, et qui, chez Grothendieck, prend son origine dans une interpellation violente qu'il a ressentie après s'être exclu de lui-même du monde mathématique. Il est parti du monde mathématique en 1970, en revenant fouiner au hasard une dizaine d'années plus tard dans une bibliothèque, en quête du devenir de son passé de mathématicien. Lequel d'entre nous échapperait aux effets dévastateurs d'un voyeurisme qui nous relaterait ce que l'on dit de nous en notre absence? Beaucoup ne verront ainsi dans l'ouvrage de Grothendieck intitulé « Récolte et semailles » qu'une divagation paranoïaque, mais c'est ignorer qu'il exerce au contraire toute sa puissance analytique et y parle à merveille de la recherche de la vérité en mathématiques. En miroir de cette lecture de Grothendieck, je me suis évidemment intéressé au côté chercheur de la vérité, du royaume du vrai, comme l'expliquait Antoine Compagnon, de Proust, qu'il décrit si bien au début du temps retrouvé sous la forme suivante. Donc je vais vous citer un passage de Proust que je trouve absolument merveilleux, dans lequel il décrit justement cette recherche de la vérité. Donc que dit Proust? Il dit « Je résolus », c'est après la lecture je veux mentionner quand même, avant de vous lire ce passage, cette extraordinaire maestria de Proust sur les tempi, dont d'ailleurs parle Isabelle Sersa, et qui fait que quand il écrit ce journal des Goncourt, il se moque de la littérature, mais on pourrait percevoir cette moquerie uniquement par le tempo, par la différence de tempo entre les deux. Donc ce que dit Proust, c'est « Je résolus de laisser provisoirement de côté les objections qu'avaient pu faire naître en moi contre la littérature les pages de Goncourt lues la veille de mon départ de Tansonville. Même en mettant de côté l'indice individuel de naïveté qui est frappant chez ce mémorialiste, je pouvais d'ailleurs me rassurer à divers points de vue. D'abord, en ce qui me concernait personnellement, mon incapacité de regarder et d'écouter que le journal cité avait si péniblement illustré pour moi n'était pourtant pas totale. Il y avait en moi un personnage qui savait plus ou moins bien regarder. C'était un personnage intermittent, ne reprenant vie que quand se manifestait quelque essence générale, commune à plusieurs choses, qui faisait sa nourriture et sa joie. Alors, le personnage regardait et écoutait, mais à une certaine profondeur seulement, de sorte que l'observation n'en profitait pas. Comme un géomètre qui, dépouillant les choses de leur qualité sensible, ne voit que leur substratum linéaire, ce que racontaient les gens m'échappait, car ce qui m'intéressait, c'était non ce qu'ils voulaient dire, mais la manière dont ils le disaient, en tant qu'elle était révélatrice de leur caractère ou de leur ridicule. Ou plutôt, c'était un objet qui avait toujours été plus particulièrement le but de ma recherche, parce qu'il me donnait un plaisir spécifique, le point qui était commun à un être et à un autre. Et c'est là qu'on touche à l'universalité. Ce n'était que quand je l'apercevais que mon esprit, jusque-là sommeillant même derrière l'activité apparente de ma conversation, dont l'animation masquait pour les autres un total engourdissement spirituel, se mettait tout à coup joyeusement en chasse. Mais ce qu'il poursuivait alors, par exemple l'identité du salon Verdurin dans divers lieux et divers temps, était situé à mi-profondeur, au-delà de l'apparence elle-même, dans une zone un peu plus en retrait. Aussi, le charme apparent, copiable des êtres m'échappait parce que je n'avais pas la faculté de m'arrêter à lui, comme un chirurgien qui, sous le poli d'un ventre de femme, verrait le mal interne qui le ronge. J'avais beau dîner en ville, je ne voyais pas les convives, parce que quand je croyais les regarder, je les radiographiais. Cet aspect chasseur de proies qu'Antoine Compagnon a rappelé dans son introduction à l'exposé de Carlo Ginzburg est bien entendu essentiel dans le travail du mathématicien, mais, et c'est un point sur lequel je voudrais insister, il est en fait très loin d'en épuiser l'essence. Et pour faire le contrepoint, je vais vous citer quelques passages de Récolte et semailles qui mettent parfaitement en lumière un autre aspect
qui joue un rôle absolument crucial dans cette recherche de la vérité. Donc, je vais vous lire un passage de Grothendieck qui dit la chose suivante. Il dit « Dans notre connaissance des choses de l'univers, qu'elles soient mathématiques ou autres, le pouvoir rénovateur en nous n'est autre que l'innocence. C'est l'innocence originelle, bien sûr c'est un des sujets du cours, puisque c'est ce point de vue candide, c'est l'innocence originelle que nous avons tous reçue en partage à notre naissance et qui repose en chacun de nous, objet souvent de notre mépris et de nos peurs les plus secrètes. Elle seule unit l'humilité et la hardiesse qui nous font pénétrer au cœur des choses et qui nous permettent de laisser les choses pénétrer en nous et de nous en imprégner. Ce pouvoir-là n'est nullement le privilège de dons extraordinaires, d'une puissance cérébrale, disons, hors du commun, pour assimiler et pour manier avec dextérité et avec aisance une masse impressionnante de faits, d'idées et de techniques connues. De tels dons sont certes précieux, dignes d'envie sûrement pour celui qui, comme moi, c'est Grothendieck qui parle, n'a pas été comblé ainsi à sa naissance au-delà de toute mesure. Évidemment, ça prend une tournure un peu amusante dans la bouche de Grothendieck, parce qu'il était incroyablement doué. Ce ne sont pas ces dons-là, pourtant, ni l'ambition même la plus ardente, on ne devient pas écrivain en ayant l'ambition d'être écrivain, servis par une volonté sans faille, qui font franchir ces cercles invisibles et impérieux qui enferment notre univers. Seule l'innocence les franchit, sans le savoir ni s'en soucier. En les instants où nous nous retrouvons seuls, à l'écoute des choses, intensément absorbés dans un jeu d'enfant. La découverte est le privilège de l'enfant. C'est du petit enfant que je veux parler. L'enfant qui n'a pas peur encore de se tromper, d'avoir l'air idiot, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Il n'a pas peur non plus que les choses qu'il regarde aient le mauvais goût d'être différentes de ce qu'il attend d'elles, de ce qu'elles devraient être, ou plutôt de ce qu'il est bien entendu qu'elles sont. Il ignore les consensus muets et sans faille qui font partie de l'air que nous respirons, celui de tous les gens sensés et bien connus comme tels. Dieu sait s'il y en a eu des gens sensés et bien connus comme tels depuis la nuit des âges. Nos esprits sont saturés d'un savoir hétéroclite, enchevêtrement de peur et de paresse, de fringales et d'interdits, d'informations à tout venant et d'explications pouce-bouton, espace clos où viennent s'entasser informations, fringales et peurs, sans que jamais ne s'y engouffre le vent du large. Exception faite d'un savoir de routine, il semblerait que le rôle principal de ce savoir est d'évacuer une perception vivante, une prise de connaissance des choses de ce monde. Son effet est surtout celui d'une inertie immense, d'un poids souvent écrasant. Le petit enfant découvre le monde comme il respire. Le flux et le reflux de sa respiration lui font accueillir le monde en son être délicat et le font se projeter dans le monde qui l'accueille. L'adulte aussi découvre, en ces rares instants où il a oublié ses peurs et son savoir, quand il regarde les choses, ou lui-même, avec des yeux grands ouverts, avide de connaître, des yeux neufs, des yeux d'enfant. Et je pense que ce passage a une résonance très très particulière avec ce cours, puisque c'est précisément ce regard-là, je pense, qu'Antoine Compagnon voulait porter sur l'œuvre de Proust. J'ai souvent éprouvé, ainsi, la lecture de Proust maintenant au hasard des pages, pas du tout une lecture systématique, mais une lecture qui consiste à prendre un livre de Proust et à l'ouvrir au hasard des pages dans une période de désœuvrement, qui heureusement, ces périodes de désœuvrement existent encore, malgré ce monstre qui nous envahit tous, qui est Internet. Donc j'ai souvent éprouvé ainsi la lecture de Proust au hasard des pages dans une période de désœuvrement comme la meilleure manière de me replonger dans cet état d'enfant fouineur, candide et curieux, n'ayant plus sur ses épaules le fardeau des connaissances ou préjugés acquis. Je n'ai pas vraiment cherché à analyser pourquoi cela fonctionne si bien, de peur sans doute qu'en comprenant le mécanisme, j'en fasse disparaître le charme. Mais au moins ai-je perçu une évidence, qui est la suivante, qui est que pour un scientifique, je dirais même plus précisément un mathématicien, il y a une délectation particulière à la lecture de Proust
qui vient, dans mon cas au moins, de la frustration créée dans la pratique quotidienne des mathématiques par les exigences de la rigueur et l'entrave que cela crée à la liberté poétique. Eh bien, à la lecture de Proust, on sent, à l'inverse, qu'il réussit à merveille à réconcilier l'intuition avec la liberté poétique et à trouver la couleur juste, un peu comme dans un pastel, qui enrobe les merveilles d'intelligence qu'il nous fait entrevoir. Je voudrais donc passer maintenant à la deuxième partie, et cette deuxième partie, ce sera sur le temps de Proust. Donc la première partie, c'était la recherche, la deuxième partie, c'est sur le temps de Proust. Et cette deuxième partie de mon exposé donc, sera consacrée à la conception du temps chez Proust. Et je dois dire donc que peu après que mon épouse m'ait parlé de l'exposé d'Isabelle Sersa, qu'elle qualifiait de délicieux, donc c'était sa qualification, au séminaire d'Antoine Compagnon, j'ai reçu un message email, donc là c'est Internet qui revient, dans lequel Isabelle Sersa, je vais reproduire son message. J'ai son autorisation, donc voilà, donc son message, c'est un message étonnant. Elle me disait la chose suivante. Donc elle me disait « Je me permets de venir à vous car les propositions que vous avancez dans le chapitre « Réflexion sur le temps » de Triangle de pensée sont particulièrement éclairantes pour la recherche que je mène et j'aurais aimé savoir si vous pouviez me donner quelques éléments supplémentaires. Mon domaine est cependant bien éloigné du vôtre, puisque je m'intéresse au style dans les œuvres littéraires, et tout particulièrement au style de Proust. J'ai ainsi fait une thèse sur la parenthèse dans « À la recherche du temps perdu ». La parenthèse étant à la fois cette figure de style qui se rapproche de la digression et ses minuscules signes de ponctuation. Il apparaît que la parenthèse est un des moyens d'échapper à la linéarité de la langue, à la linéarité du langage, car elle permet, si l'on peut dire, d'écrire sur plusieurs lignes, en proposant par exemple des reformulations, des corrections de ce qui précède. Elle offre en même temps le terme corrigé et sa correction, comme une partition musicale dans laquelle on doit lire sur plusieurs lignes si l'on veut entendre l'œuvre. Plus précisément, d'un point de vue linguistique, la parenthèse se rattache au mot ou à l'expression qui la précède immédiatement et s'inscrit ainsi d'emblée contre la linéarité de la phrase, en effectuant un mouvement de retour sur ce qui vient d'être dit. Prendre ainsi en compte la ponctuation, c'est prendre en compte l'aspect visuel de l'écrit qui propose les deux dimensions de la page au rebours de l'oral qui offre une seule dimension, celle de l'émission de la parole, celle du temps. Inscrivant ainsi l'axe paradigmatique des substitutions, l'axe vertical, sur l'axe syntagmatique de l'ordre des mots, l'axe horizontal, la parenthèse déploie une troisième dimension dans le texte qui ouvre sur la quatrième, comme on le voit dans une situation emblématique. Je pense que Isabelle Sersa faisait la référence à cette fameuse citation de Proust dans laquelle il parle de la géométrie plane, de la géométrie dans l'espace et de la psychologie dans le temps, je suppose. Je ne la cite pas parce que vous la connaissez tous trop bien. Donc je me fonde ici sur ce malheureux temps unidimensionnel que vous évoquez, qui est, d'après ce que je crois comprendre, le modèle physique du temps, bien entendu. J'aimerais savoir où je pourrais trouver des éléments accessibles à la béotienne que je suis sur cette conception mathématique d'un temps polyphonique dont, comme vous l'écrivez, l'écriture de la musique ou la lecture silencieuse d'une partition pourrait donner une image. Avez-vous écrit quelque chose, dans le prolongement du chapitre que je cite plus haut, sur un modèle moins réducteur que celui de la droite orientée? Bon, puis ça continue, bien sûr, en disant, en espérant que ce message arrivera à bon port, etc., etc. D'accord, ce que je vous passe. Donc, ce que je vais essayer de vous montrer, j'ai fait un petit film. J'ai fait un petit film parce que j'ai beaucoup réfléchi et j'ai essayé de prendre un point de vue d'enfant et je vais essayer de vous montrer un petit film qui va essayer de donner corps à cette idée que, si vous voulez, le temps physique, qui est ce temps linéaire, est un temps d'une pauvreté incroyable et qu'en fait, Proust a pu construire, pas seulement de manière intellectuelle, je ne vais pas faire preuve d'imagination, mais je vais imager cette construction mentale. Et avant de l'imager, pour en préciser le but de manière plus précise, je vais vous rappeler des phrases, bien entendu, donc je vais vous rappeler des phrases qui ont une citation
Paul Morand, qui a été faite dans l'exposé de Daniel Rondeau. Et cette citation de Paul Morand a l'avantage que, enfin, vous savez, Daniel Rondeau l'a expliqué dans son exposé, il essayait d'expliquer l'œuvre de Proust aux Américains, qui sont des sprinteurs qui ne regardent jamais en arrière. Donc, il a adopté un langage très, très explicite, et il disait la chose suivante, donc, qui va être préfiguré ce que je vais vouloir faire. Donc, il disait la chose suivante: le temps dans sa conception populaire, donc c'est ce temps implacable, mesurable comme l'est l'espace, c'est le temps de la physique, et nu et abstrait comme lui, ce temps dans lequel nous sommes accoutumés à établir la chronologie de nos souvenirs, artificiel et sans vie, le temps n'est rien de plus qu'un vide, sans signification, que Proust traverse d'un bond pour prendre contact avec le vrai temps, la véritable durée et la vérité spirituelle dont il relate à travers 10 volumes les merveilles et les imperfections. Alors, ce que je vais essayer de vous montrer, ça c'est la partie la plus difficile de mon exposé parce qu'il faut que je réutilise l'ordinateur. Donc ça c'est vraiment très difficile. Je vais essayer de vous montrer un petit film que j'ai fait. C'est sans prétention, mais j'espère que ça va vous permettre de comprendre ce que c'est que, pas l'imagination mathématique, ce serait trop prétentieux, mais au moins comment on peut imager certaines choses grâce à la géométrie et peut-être faire sentir de manière plus précise une chose qui est confuse quand on l'applique simplement au niveau de... Attendez, il faut que je fasse le plein écran. Voilà. Alors, vous allez voir, ce petit colimaçon là qui est en train de s'enrouler, je suis obligé de le décrire par des mots pour les gens qui ne feront qu'écouter l'exposé. Donc, ils ne le verront pas. Donc, s'ils sont... c'est très difficile de leur décrire ce petit colimaçon de manière visuelle. Je peux leur dire qu'on voit une espèce d'enroulement comme ça. Par contre, s'ils sont mathématiciens, je peux leur dire très très simplement que c'est l'orbite du flot de Kronecker qui s'enroule sur le tore. Donc, vous voyez l'avantage énorme, je vais y revenir. La notion importante pour construire notre représentation de cette véritable durée dont parle Paul Morand, c'est celle de proximité, celle de distance ou de métrique. Le fait que 2 instants de vie, aussi éloignés qu'ils puissent être l'un de l'autre dans le temps physique. Le temps physique, c'est le temps qui est mesuré le long de l'enroulement. Vous voyez ? D'accord ? Aussi éloignés qu'ils puissent être l'un de l'autre dans le temps physique, le temps de l'enroulement, le temps le long du fil, d'accord, puissent paraître semblables et si proches dans notre durée propre. Proximité qui résulte d'une réminiscence ou même d'une anticipation. Il y a une anticipation fameuse dans Proust, vous savez, c'est dans Proust, quand il décrit ce passage que vous connaissez tous, où il imagine son voyage à Venise, sur lequel son père était d'accord, juste avant de se rendre compte qu'il est en train de couver une angine. Il est alors facile, au moins pour le mathématicien, d'imaginer un espace dans lequel notre temps propre, celui-là, s'enroule de manière ergodique. Alors, ergodique, c'est un terme de mathématicien, mais vous allez comprendre ce que ça signifie au fur et à mesure que l'enroulement va se développer. Donc, ce que je dis, c'est que Marcel Proust a sans doute, en explorant à la loupe, avec sa puissance analytique hors du commun, certains exemples d'une telle proximité, donc c'est une proximité entre des choses qui sont très très éloignées dans le temps de la physique, pu commencer à étayer sa représentation du temps sous la forme d'une bonne vie, celle qui s'écrit, comme ce qu'a expliqué Compagnon dans un cours antérieur. L'on peut ainsi concevoir la recherche du temps perdu comme une tentative de représenter, de construire, d'élaborer un espace temporel propre qui permet par sa globalité d'échapper au présent, à l'inexorable écoulement du temps, en concevant un temps global bien plus riche et de dimension bien entendu beaucoup plus grande. Vous allez voir apparaître la dimension plus grande très graduellement, dans lequel le narrateur se fond progressivement
au fil des pages pour disparaître dans la cyclicité qui veut qu'à la fin du temps retrouvé, le narrateur soit prêt à commencer à écrire la recherche du temps perdu. Et ça m'a amusé d'ailleurs de voir que Antoine Compagnon a fait le même lapsus à la fin de son cours qu'au début, en remplaçant 1913 par 2013. Donc il y a là une espèce... Alors vous voyez ce qui est en train de se produire. Je ne sais pas si j'ai un pointeur. Si, ça doit être un pointeur, ça, je pense. Hein. Oui, c'est ça. Ouais. Donc vous voyez ce qui est en train de se produire. Ce qui est en train de se produire, c'est que, alors qu'on est terriblement loin, si on n'a que le droit de se promener le long du fil, on est très très loin du point de départ. Mais vous voyez que si on a le droit de couper à travers l'espace, on n'est pas loin du tout. On est tout près. On revient tout près, en faisant cela, d'instants passés très éloignés dans le temps ordinaire, mais qui sont voisins dans cet espace. Et ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que, alors qu'il y a une distance dans le temps de la physique, 10 ans, 15 ans, 3 jours, etc., qui est une distance qui est parfaitement mesurée, comme l'expliquait Paul Morand, il y a une distance d'ordre différent dans cet espace plus grand, qu'on pourrait évidemment réduire, mais ce serait un réductionnisme absurde, à un espace des sensations, bien sûr, et on pourrait aussi en faire le portrait dans le cerveau, mais ce serait infiniment réducteur. Donc, dans cet espace, il y a une nouvelle notion de proximité. Je pourrais l'appeler, si vous voulez, la proximité proustienne, une espèce de distance proustienne entre des événements. Et alors, il y a un phénomène mathématique que tous les mathématiciens comprendront, même s'ils ne voient pas la figure, qui est que les mathématiciens savent bien que l'orbite du flot de Kronecker dans le tor, eh bien, elle a la propriété qu'elle est partout dense. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est partout dense ? Eh bien, ça veut dire que si on prend cette nouvelle notion de distance et si on complète cette orbite, si on la rend complète par rapport à la notion de distance, qui est cette espèce de métrique proustienne, si vous voulez, eh bien à ce moment-là, ce qu'on va voir apparaître, ça n'est plus un espace à une dimension, qui est bien décevant, qui est le temps ordinaire, mais on va voir graduellement apparaître un espace de dimension plus grande, qu'ici je vous ai montré sous sa forme la plus naïve, la plus simple, qui est un tor de dimension 2. Mais en fait, l'imaginaire mathématique, l'imagination mathématique, a la place pour des choses infiniment plus belles, infiniment plus complexes que ça. Et justement, si vous voulez, à la place pour ce qui fait justement ce pouvoir conceptuel extraordinaire des mathématiques. Et alors en fait, de ce point de vue, qui est bien sûr très personnel, si vous voulez, je trouve que l'ouverture de Combray, dont parlait Antoine Compagnon, est particulièrement signifiante avec son caractère hallucinatoire. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on emploie des mots qu'un mathématicien comprendra facilement, ce que l'on ressent dans ce phénomène hallucinatoire qui arrive au moment de l'endormissement, etc., c'est que justement la topologie du temps ordinaire s'affaiblit avec la perte de conscience et occasionne les rapprochements les plus improbables. Je me souviens au moment de m'endormir d'avoir identifié, je vais couper cette page, d'avoir identifié un espace de Hilbert avec une chaise. Pour les gens qui connaissent, je veux dire. Bon, alors, maintenant, donc, je voudrais revenir à Proust, et je voudrais vous citer Proust, à nouveau. Ce que dit Proust, qui cadre parfaitement avec ce que je viens de vous montrer, et qui est la chose suivante. Que dit Proust dans Le Temps retrouvé ? C'est un passage que vous connaissez tous, c'est un passage fameux, mais j'espère qu'avec le regard de ce que vous venez de voir maintenant, vous le lirez différemment. Donc je vais vous le lire, je m'excuse de lire un passage aussi fameux, mais bon, j'espère qu'on aura un regard différent. Donc que dit Proust ? Il dit « Je glissais rapidement sur tout cela, plus impérieusement sollicité que j'étais de chercher la cause de cette félicité », c'est après l'histoire du trottoir et tout ça, du caractère de certitude avec lequel elle s'imposait, recherche ajournée autrefois. Or, cette cause, je la devinais en comparant entre elles ces diverses impressions bienheureuses et qui avaient entre elles ceci de commun, que je les éprouvais à la fois dans le moment actuel et dans un moment éloigné, où, petit point, c'est une interrogation écrite. Qu'est-ce qu'il y a dans les petits points ?
aller jusqu'à faire empiéter le passé sur le présent, à me faire hésiter à savoir dans lequel des deux je me trouvais. Au vrai, l'être qui alors goûtait en moi cette impression, l'a goûté en ce qu'elle avait de commun dans un jour ancien et maintenant, dans ce qu'elle avait d'extratemporel, un être qui n'apparaissait que quand, par une de ses identités entre le présent et le passé, il pouvait se trouver dans le seul milieu où il put vivre, jouir de l'essence des choses, c'est-à-dire en dehors du temps. Cela expliquait que mes inquiétudes au sujet de ma mort eussent cessé au moment où j'avais reconnu inconsciemment le goût de la... Je ne mets pas le mot parce que c'est un mot qui devient obscène quand on parle de Proust, puisque à ce moment-là, l'être que j'avais été était un être extratemporel, par conséquent insoucieux des vicissitudes de l'avenir. Cet être-là n'était jamais venu à moi, ne s'était jamais manifesté qu'en dehors de l'action, de la jouissance immédiate, chaque fois que le miracle d'une analogie m'avait fait échapper au présent. Seul, il avait le pouvoir de me faire retrouver les jours anciens, le temps perdu, devant quoi les efforts de ma mémoire et de mon intelligence échouaient toujours. J'en reviendrai, pour finir cet exposé presque, à l'émotion. Celle qui saisit l'auditeur de cet admirable portrait-souvenir de Proust qu'a fait Roger Stéphane en 1962. Et à la fin de ce portrait-souvenir, en écoutant le récit par Céleste Albaret de la mort de Marcel Proust. On y voit un fantomatique Mauriac. Au début, Mauriac est splendide, il explique magnifiquement l'œuvre de Proust, mais à la fin, il apparaît comme une apparition fantomatique, quelques secondes, pour dire que Proust mit un point final à son œuvre et mourut quelques jours après. En fait, un peu comme Chopin qui écrivit une de ses merveilleuses mazurkas sur son lit de mort, l'intelligence proustienne a gardé jusqu'au bout son incandescence. Comme en témoignent ces quelques lignes que Proust dicte à Céleste Albaret, dans ses derniers moments. Que dit Proust ? Il dit « Et puis un jour, tout est changé. Ce qui était détestable pour nous, qu'on nous avait toujours défendu, on nous le permet. Mais par exemple, je ne pourrais pas prendre du champagne. » Et là, on entend Céleste qui répond « Mais parfaitement, si cela vous est agréable. » On n'en croit pas ses oreilles. On fait venir les marques qu'on s'était le plus défendues, et c'est ce qui donne quelque chose d'un peu vil à cette incroyable frivolité des mourants. Alors, je m'en voudrais de terminer cet exposé sur une note triste. Le mystère du temps qui passe inexorablement est inépuisable. Et je voudrais simplement faire une concession au monde moderne, que j'espère vous excuserez, qui est que je vais quand même parler de moi et parler en fait d'un livre que nous avons écrit avec mon épouse Dany et mon professeur de thèse Jacques Dixmier. Et je vais simplement vous en montrer la couverture. Pourquoi ? Parce que ce livre, le sujet de ce livre est précisément le temps. Et ce que je vous ai expliqué, le dessin que je vous ai montré, la petite vidéo que je vous ai montrée sur le temps, ne sont pas des choses vraiment nouvelles et vous trouverez sans doute quantité de gens pour vous dire que ces choses-là sont bien connues, etc. Par contre, dans le livre que nous avons écrit, qui n'est pas du tout un livre, comme le disait Antoine, un livre idéologique, et en plus, c'est un livre qui correspond exactement à la définition de Proust, c'est-à-dire ce n'est qu'à la fin du livre que vous en saurez le sens. Donc nous avons écrit un livre, mais disons que dans ce livre, il y a effectivement une thèse, pas du tout idéologique. Il y a une nouveauté qui est sur le temps. Et en même temps, si vous voulez, c'est un livre qui est chronologique, c'est-à-dire il y a une histoire, que vous pourrez aimer ou pas, et je vous en montre simplement la couverture. Donc, je ne sais pas si vous la voyez, c'est un livre qui n'existe pas,
pour le moment, mais qui existera vers la mi-mai de cette année et qui sera publié par Odile Jacob. Voilà, je vous remercie. Merci de cette très belle conclusion de notre séminaire. J'ai pensé en t'écoutant, si tu m'invitais à ton séminaire, je crois que j'enverrai le télégramme que tu as montré au début. Parce que je n'arriverai pas à me convertir de la même façon, même si j'ai lu du côté de chez Swann quand j'étais en maths sup. Je suis très loin des mathématiques aujourd'hui. Mais c'est en effet dans ces lectures de classe préparatoire qu'on fait les meilleures lectures. Parce qu'il y a vraiment un besoin d'autre chose. Et je garde un souvenir très émouvant de toutes mes lectures de classe préparatoire, qui était le contrepoint, le moyen de traverser cette période avec équanimité. Donc, il y a une autre chose à laquelle je pensais. Bon, les passages de Grothendieck sont évidemment très intéressants et au fond rejoignent l'opposition que tu introduisais entre ces dons et ces ambitions et cette nécessité de maintenir l'innocence. Voilà. Il y avait de fortes résonances avec ce que j'ai essayé d'exposer dans la première heure sur les échecs de l'écrivain quand il désire devenir un écrivain célèbre et qu'il constate son absence de don, absence de disposition, absence de talent, et puis ces surprises, cette faculté d'être surpris, d'être étonné par les moments dont il pourra faire cette création ultérieure. Bon, évidemment, cette nécessité chez le mathématicien de maintenir ses yeux d'enfant. Oui, exactement, cette innocence d'enfant. Cette innocence, on pense évidemment aux pages de Baudelaire, magnifiques, sur l'enfant et le convalescent pour expliquer la création esthétique. Mais évidemment, ça nous fait regretter que ce livre de Grothendieck ne soit même plus disponible sur Internet. Mais quand un livre l'a été, il l'est encore, mais on n'a pas le droit de le dire. Oui, donc on peut aller... Parce que Google a une mémoire incroyable. D'accord, donc on peut toujours le trouver dans des sites miroirs. Ou dans des... Exactement, oui. Et alors, j'étais évidemment sensible aussi à ce que tu disais de ce retour de Grothendieck en bibliothèque. Ah oui. Pour voir ce qu'on disait Absolument. de lui. Il a été voyeur de lui-même. Oui, ce qui est... Bon, j'ai essayé de parler de ce fantasme dans les précédentes semaines, dont je vois une assez forte présence chez Proust. Il y a beaucoup d'occurrences où la manière de s'intéresser au passage, c'est à travers ce fantasme. Ah oui. Et j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai le sentiment d'avoir pas encore réussi à saisir cette chose. Absolument, parce que c'est au niveau de Grothendieck, et je pense c'est exactement là que se produit le début de littérature. C'est-à-dire qu'il y a deux manières de réagir dans ce genre de situation où on sait ce que les gens disent de nous. La première, c'est d'être triste et de s'enfermer dans soi-même. Et la deuxième, qui est un peu une résilience, c'est de faire de la littérature. Oui. Et finalement, c'est ça qui s'est produit chez Grothendieck. Ça se produit chez peu de gens. Mais... Oui. Oui. Alors évidemment, je n'avais pas pensé en parlant de ce fantasme, puisque je parlais de Proust, mais je n'avais pas pensé, mais comme tu as fait plusieurs allusions à Internet, qu'Internet est évidemment le moyen d'aller
de répondre à ce fantasme. D'être voyeur, si on le veut. D'être voyeur bien sûr, de soi-même. Bien sûr. Enfin, c'est l'instrument d'une puissance extrême pour suivre. Exactement. Pour répondre à ce fantasme. Tout à fait. Et bon, ce qui prouve qu'il faut encore y travailler. Mais non, je crois que tu nous as comblés pour finir ce séminaire. Et comment dire, je suis heureux d'avoir donné l'occasion, comme à mes autres collègues non littéraires, puisque au fond, l'idée, c'était de montrer que la littérature n'est pas la propriété des littéraires et bien au contraire de nous donner l'occasion d'entendre ce que les autres en ont fait et comment elles nourrissent leur vie. Et tu as parfaitement répondu à ce programme puisque tu as parlé non seulement de ta lecture d'adolescence, mais de la nouvelle lecture d'il y a quelques étés en rapport avec Grothendieck, qui montre que le titre du séminaire, si mes souvenirs sont bons, c'était « Lire et relire Proust ». Oui, c'est ça. Et se lire et se relire, ce ne sont pas seulement les littéraires qui l'effectuent, mais tous les autres qui y trouvent cet aliment de renouvellement. Merci. Merci à toi.